Canicule intense en France, 4 départements passent en vigilance rouge à partir de mardi midi, la Drôme, l'Ardèche, le Rhône et la Haute-Loire. Victimes de vagues de chaleur intenses, plusieurs régions de Grèce ainsi que l'île espagnole de Tenerife aux Canaries font face à d'importants incendies. La Russie va perdre cette guerre, dit Volodymyr Zelensky en visite à Copenhague. Le Danemark et les Pays-Bas vont livrer des F-16 à l'Ukraine. En Syrie, des combattants d'un groupe djihadiste lié à Al-Qaïda tués la nuit dernière dans des frappes aériennes russes. Conséquences et héritage de la Coupe du monde de football féminine. Euronews s'est entretenu avec Gianni Infantino, le président de la FIFA. C'est l'épisode le plus chaud de l'été. La France est confrontée à une canicule intense et durable. 4 départements passent en vigilance rouge à partir de mardi midi, la Drôme, l'Ardèche, le Rhône et la Haute-Loire. La mobilisation est maximale face au risque de surmortalité. Une cinquantaine d'autres départements sont en vigilance orange. Ce soir, on ressortira quand ça va se calmer, mais ça ne va pas se calmer aujourd'hui, j'ai l'impression, donc je ne sais pas comment on va gérer ça. J'ai chaud, énormément. On fait en sorte qu'il soit hydraté toute la journée, qu'il soit bien trempé toute la journée et puis qu'il soit bien à l'abri également aussi. Des records locaux de température risquent d'être battus dans la semaine avec jusqu'à 42 degrés attendus dans certaines parties de l'Hexagone. Les fortes chaleurs pourraient entraîner des baisses de production d'électricité dans les centrales nucléaires. Une dizaine de sites industriels sont également appelés à réduire la quantité d'eau prélevée pour leur fonctionnement. Un gigantesque feu de forêt embrase la région d'Alexandroupolis, dans le nord-est de la Grèce. Depuis samedi, des centaines de pompiers luttent contre les flammes, attisés par le vent sur plusieurs fronts. Près d'une dizaine de pompiers ont déjà été hospitalisés. Dans le centre du pays, en Béotie, un berger a trouvé la mort, probablement intoxiqué alors qu'il tentait de sauver ses bêtes. Et dans la région d'Athènes et au sud du pays, les autorités mettent en garde contre un risque extrême d'incendie du fait des conditions météo très sèches et chaudes jusqu'en fin de semaine. Mêmes images de brasiers dans l'archipel espagnol des Canaries, à Tenerife. Depuis près d'une semaine, les flammes dévorent forêts, maquis et champs de l'île, dont près de 13 000 hectares sont déjà partis en fumée. 12 000 personnes ont été évacuées de zones à risque. Les autorités qui assurent que le pire de l'incendie est passé ont révélé ce lundi que celui-ci avait été déclenché délibérément. Une enquête est en cours. En visite à Copenhague ce lundi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré que la Russie allait perdre la guerre. Le Danemark et les Pays-Bas ont récemment annoncé la livraison à l'Ukraine d'avions de combat F-16. Dear friends, today we are confident that Russia will lose this war. But this is not the only main thing. The main thing is what we prove with our victory, with our cooperation, what you prove supporting Ukraine. Together, we prove that life is a value, that people matter, freedom matters, Europe matters. Après la Suède, les Pays-Bas et le Danemark, où il s'est entretenu avec la reine Margrethe II, Volodymyr Zelensky poursuit sa tournée européenne surprise en Grèce. Il doit rencontrer à Athènes des dirigeants européens, notamment venus des Balkans. Ukrainian forces conducted counter-offensive operations on at least 2 sectors of the front and advanced near Robotyne, according to the Institute for the Study of War and the geolocated footage. Kremlin-affiliated mill bloggers claimed that Ukrainian forces captured unspecified Russian positions west of Verbove. There it is about 18 kilometers southeast of Orikhiv, and continued to attack Russian positions along the Robotyne-Verbove line. Another Russian mill blogger claimed that Ukrainian forces have partially succeeded in bypassing Robotyne and breaking through Russian defenses to Novoprokopivka, which is right here.
The Institute for the Study of War says Ukrainian strikes against Russian deep rear areas are generating discontent in the Russian info space and could threaten the stability of Russian defenses on multiple critical areas of the front. It adds Russian frontline units, particularly in southern Ukraine, have frequently struggled with degraded morale following Ukrainian strikes on rear areas. The UK Ministry of Defence assessed that the Russian leadership has likely been pressuring the Russian Airspace Forces Command to improve Russian air defence coverage in western Russia, suggesting that both the higher Russian leadership and the ultranationalist information space are placing pressure on the Russian military command in response to the strikes. En Syrie, au moins 8 combattants du groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Sham liés à Al-Qaïda ont été tués la nuit dernière dans des frappes aériennes russes. Les avions ont visé le dernier grand bastion rebelle du nord-ouest de la Syrie, la ville d'Idleb, et cette base militaire du groupe djihadiste. Moscou est le principal soutien du régime du président Bachar el-Assad et intervient militairement en Syrie depuis 2015. Avec le soutien de la Russie et de l'Iran, le régime syrien a reconquis la plupart des territoires perdus au début de la guerre. Cette guerre, déclenchée en 2011 par la répression de manifestations pro-démocratie, a fait plus d'un demi-million de morts et déplacé plusieurs millions de personnes. Une femme tuée et un homme blessé ce lundi matin dans une attaque par balle contre leur véhicule en Cisjordanie occupée. D'origine israélienne, les deux civils circulaient près de la ville d'Hébron quand l'attaque a eu lieu. Les routes du secteur ont été bloquées et les auteurs du tir sont recherchés par l'armée. Les violences s'accentuent en Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967. Le conflit a fait 218 morts palestiniens et 31 israéliens depuis janvier 2023. Une peine exceptionnelle à la hauteur de l'effroi provoqué par ces crimes. Une infirmière britannique, coupable du meurtre de 7 nouveau-nés et de plusieurs tentatives de meurtre dans l'hôpital de Chester, a été condamnée à la prison à vie sans libération possible à l'issue de 10 mois de procès. During the course of this trial, you have coldly denied any responsibility for your wrongdoing and sought to attribute some fault to others. You have no remorse. There are no mitigating factors. In their totality, the offences of murder and attempted murder were of exceptionally high seriousness, and just punishment, according to law, requires a whole life order. Entre 2015 et 2016, Lucy Letby a notamment injecté de l'air et des surdoses de lait dans l'estomac des jeunes victimes. Ce lundi, l'infirmière a refusé de comparaître lors de l'énoncé du verdict. La police continue d'enquêter sur des dizaines de cas suspects à la recherche d'éventuelles victimes supplémentaires. It was a tournament that broke new ground, a first ever FIFA Women's World Cup on the continent and first time winners too. Australia and New Zealand will be remembered largely for the co-host's incredible run to the semi-final, which saw record-breaking TV viewerships here in the country. I spoke exclusively with the FIFA president Gianni Infantino and asked him about the legacy of the competition. I'm extremely happy, extremely proud. This 2023 FIFA Women's World Cup has simply been the greatest, the best FIFA Women's World Cup ever. Great atmosphere, full stadiums, in the streets, everywhere. The people joyful, happy. Australia and New Zealand have been really fantastic hosts. Back home, 2 billion viewers in the stadiums, 2 million viewers. Many records were broken, surprises, results that we couldn't expect. 8 newcomers, a new world champion. I mean, what do you want more? Going forward, what would you say is the legacy of this competition? Well, I think this FIFA Women's World Cup has really had a transformational impact in society, definitely. Down under in Australia and New Zealand, that's what everyone here is telling me, but even globally, people are now viewing women's football in a completely different way, because for many it was maybe the first time that they were watching a game, and they see that actually it's
it's a great sport, great athletes, great technical skills, great tactical skills, great emotions, great passion, the same as for the men. And with an extremely joyful atmosphere. So I think that everyone is looking now at women's football in a completely different way. And this is exactly what we wanted to achieve. And from here, we move to the next level. And is that level, would you say now, in terms of the record-breaking figures that we've seen so far in this competition, do you think we'll ever, or do you envisage a time where as many eyes are on this competition in terms of the viewing numbers as on the men's World Cups of the past? Well, I think the future is definitely for women's football, and it's not just a PR thing. It's not just something that we say. It's really the facts and the figures which show it. And you know, half of the world population is are women. So it is obvious that this is going to grow. This is going to prosper. And you know, I mean, already now there are not many men's competitions which can compete with this FIFA Women's World Cup. So starting from there, you know, I think the path is all open for this to become as big as the Men's World Cup. Really appreciate your time. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thanks, Gianni. Thank you. So the FIFA president is bullish about the future of women's football. Over here, it would seem that the tournament has transformed the mindset of the sport. The location of the next World Cup yet to be decided, but whoever the hosts are, there'll be an expectation that 2027 is even bigger than what we've seen here in both Australia and New Zealand. Sam Ashu for Euronews in Sydney.